ce par quoi nous voulions ouvrir le séminaire d'été, c'était de discuter les formules dites de la sexuation et le tableau que vous avez d'ores et déjà sur l'écran, et de voir quelle lecture il était possible d'en faire. Voilà, il me semble que c'est bien de commencer ce séminaire d'été d'Évoluer encore par les formules de la sexuation, ne serait-ce parce que peut-être ça nous permettra de, pour nous, dans notre champ, qui est celui du discours du psychanalyste, de clarifier ce qu'il en est de ces formules, puisque on on a une petite tendance un peu trop facile à les utiliser, à les utiliser à tout va et à les faire résonner avec ce que le social vient nous poser comme question, notamment euh, du côté des questions actuelles du genre. Et il me semble que précisément, il ne faudrait pas se fourvoyer pour calquer des positions fixées à partir du tableau de la sexuation, et plutôt de voir ça dans quelque chose qui est de l'ordre de la circulation, du mouvement, et de ne pas venir utiliser une grille pour dénoncer ce qui se passe dans le social aujourd'hui. Voilà, c'est un peu mon fil pour aborder cette matinée, mais peut-être je peux laisser tout de suite la parole à Marc Darmon, si vous êtes d'accord. Je dois dire que c'est avec émotion que je reprends devant vous cette lecture du tableau de la sexuation de Encore. Lecture qui est toujours difficile et riche d'enseignements. Alors, ce tableau que vous avez sous les yeux comprend deux parties, une partie gauche dite masculine et une partie droite dite féminine, mais avec sans doute la possibilité de passer d'un côté à l'autre selon sa position par rapport à la fonction phallique. Alors, ce qui apparaît d'emblée, c'est que si on considère les deux formules de gauche, ce qui apparaît d'emblée, c'est une contradiction au sens de la logique classique, puisque si tous les x sont phi de x, il est faux de dire qu'il existe un x non phi de x. Alors cette contradiction, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps dans l'œuvre de Lacan, lorsqu'il est question de logique, par une définition de l'exception que l'on trouve dans le séminaire sur l'identification. Et cette définition de l'exception vient comme un paradoxe, c'est-à-dire, vous vous souvenez de l'examen par Lacan de la phrase d'Épiménide, « Tous les hommes sont des menteurs ». Et Épiménide, le Crétois, a dit « Tous les Crétois sont des menteurs », mais c'était un Crétois lui-même. Donc, celui qui énonce la loi, tous les hommes sont des menteurs,
est-il lui-même inclus dans cette énonciation? L'examen par Lacan de cette formule montre qu'effectivement, cette formule peut se lire comme tous les crétois sont des menteurs, celui qui énonce la loi fait exception, mais cette exception confirme la règle. Donc on a cette place de l'existe X, non phi de X, comme définissant l'exception qui énonce la règle. Sur le côté droit, également, la lecture en première intention de ces formules semble contradictoire. Et c'est là où intervient la référence à la logique intuitionniste. Quelle est la particularité de la logique intuitionniste envisagée par Lacan dans cette page que j'évoque? Eh bien, la logique intuitionniste s'oppose à la logique classique, principalement lorsqu'il aborde le tiers exclu et la double négation. Donc voilà ce qui a fait dire à Brouwer, l'inventeur de la logique intuitionniste, que le principe du tiers exclu ne s'applique que dans le cas d'un ensemble fini. Dans le cas d'un ensemble infini, ce principe ne s'applique pas. Du moins en logique intuitionniste. Bon, alors, moi j'ai pris les choses tout à fait autrement, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la détresse des femmes que j'écoutais. J'avais une très grosse clinique d'écoute à ce moment-là de femmes au milieu de la vie. Je travaillais même dans une clinique où on écoutait les femmes qui entraient en ménopause. Et la question de la perte de leur identité était quelque chose de très, très en premier plan, d'autant que jusque-là, être femme et mère, ça faisait un peu identité, le maternel. Là, c'était plus possible. Ces femmes se mettaient à revendiquer que leur conjoint, à qui elles demandent de les garantir, d'être la une, la seule. Et tout d'un coup, il m'est venu que je comprenais la partie de droite de la formule en comprenant le désastre de la mère belle de Blanche-Neige. Si vous me permettez, qu'est-ce qui se passe avec la mère belle de Blanche-Neige? Elle est encore très belle, cette reine, mais elle s'adresse à une instance non incarnée, un miroir. C'est un miroir qu'elle dit, miroir, mon miroir, dis-moi si je suis la seule, la une. Elle pose la question de mêlement. Est-ce que je suis la seule, la une? Et ce miroir, il est honnête. Il lui dit, non, tu es toujours très belle, mais il y en a une autre, ta fille, qui est encore plus belle que toi. Et là, elle s'écroule. Elle devient un monstre et elle vieillit très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle devient vieille. Vous voyez, c'est ce côté-là, du là, c'est là qu'elle interroge le miroir. Mais ça veut dire que je lisais S de grand tabaret, pas du tout comme la jouissance autre. Et à ce moment-là, comment j'ai pu mettre S de grand tabaret comme une parole qui garantirait celle que la femme, que la barrée femme demanderait à son partenaire? C'est parce que dans mon travail avec les bébés, depuis longtemps, je partais de cette espèce d'investissement libidinal du bébé par les grands hôtes parentaux, et je l'avais lu dans le schéma optique. Voilà, et ça m'avait fait aller dans une lecture du graphe du désir, tout ça je vais à toute vitesse, du graphe du désir, quand il se construit
S de grand A barré, c'est la jouissance d'un autre barré, et ce qui va venir la crocheter, c'est des choses du bébé. Parce que c'est le cri du bébé qui est à droite en bas. Hein, et il vient crocheter cette jouissance, mais en tout cas, que S de grand A barré soit historiquement dans l'œuvre de Lacan à un autre moment, on est au séminaire 5, 15 ans avant, la place de celui dont le bébé peut crocheter la jouissance et qui reconnaît sa place de bébé, de His Majesty the Baby, était quelque chose qui m'était assez familier. Donc, j'ai repris l'histoire de la Blanche-Neige, là, de la méchante, et je me suis dit, mais au fond, cette femme s'adresse à une instance pure qui dit la vérité. C'est que S barré est au même registre de l'autre côté que S de grand A barré. Donc peut-être qu'il y a un lien quand même. Hein. Dans ma tête, il y en a un. C'est peut-être ce S barré qui va avoir la gentillesse de tenir un peu cette identité si défaillante pour une femme au milieu de la vie. Mais alors, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que S barré, il s'appuie quand même dans sa phallicité sur un grand phi. Or, on a tous appris qu'on est, à part les pervers, on est marqué par le vécu d'être moins phi. C'est-à-dire qu'on est marqué par une forme de castration. Le phallus, il arrive négativé, pas positivé. Alors, comment est-ce qu'un monsieur peut ériger, si vous me permettez, son hommage à la dame, c'est-à-dire être désirant vers petit a dans son champ à elle? Il faut quand même qu'il y ait un minimum de positivation du phallus, sinon ça ne marche pas très bien, sauf à 25 ans. Mais à partir de 30, il y a besoin d'une positivation du phallus. Alors, comment elle se fait? Eh bien, quand ce monsieur fait un discours, on trouve ça d'un génial. Mais d'un génial, il est quand même top. Il pige des trucs. Vous êtes d'accord? Bon. C'est la parole à Anne, puisque tu vas poursuivre sur la question de l'un et l'autre, S1, S2. Il y a plein de choses que vous venez de dire, Marie-Christine, qui seront de toute évidence reprises juste après, sans doute par Christian, sur ce lien S barré, S de grand A barré, la question du phallus, mais voilà, on peut rouler comme ça. D'accord, ça va, ça marche, oui. Moi également, j'ai voulu reprendre ce schéma de la sexuation, mais à partir d'une lecture qu'on a faite mêmement dans ce séminaire pour introduire à la psychanalyse aujourd'hui. Il va mettre le S1 à gauche et le S2 à droite. Il dira dans ce séminaire, d'ailleurs, pour parler d'une femme, il va parler de la division particulière chez une femme. Je ne sais pas si vous avez lu ça, certainement, il a dû le dire à d'autres endroits aussi, parce qu'il parle de la sphinge. Et il s'appuie sur la figure de la sphinge pour dire une femme, au fond, elle est toujours divisée avec sa tête en S1 et son corps en S2. Voilà la lecture, c'est comme ça qu'il va faire, qu'il s'appuie, me semble-t-il, et que moi j'ai pu m'appuyer sur sa lecture du schéma de la sexuation. Pour aller un peu plus loin aussi, en disant, en questionnant, il questionne toujours dans ce même séminaire, il dit, mais finalement, le sujet, est-ce qu'il est le S barré? Est-ce qu'il est masculin ou est-ce qu'il est féminin? Et puis il répond dans ce séminaire, ni l'un ni l'autre, on pourrait même penser qu'il est neutre. Parce que le sujet, et il reprend là la formule que nous connaissons bien, le sujet, il se fait représenter par un signifiant pour un autre. Et il déploie dans ce séminaire le sujet. Il peut se faire représenter par S1 pour S2, mais il peut aussi se faire représenter par S2 pour S1. S1 et S2 ne sont donc pas à la même place. Ils sont hétérotopiques. Alors, vous comprenez pourquoi ça m'a permis
de m'appuyer, je me suis appuyée là-dessus, parce que quand je rencontrais des couples, et particulièrement des couples de femmes qui venaient me dire « Nous sommes les mêmes », moi je me disais « Mais comment est-ce qu'elles peuvent être en couple ? Nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes pensées ». Elles se présentaient comme étant toutes deux, soit à gauche, soit à droite, ne faisant pas valoir une différence entre elles. Différence, mot différence, je vous ai déjà dit ça, relativement mal reçu quand je l'introduisais comme ça. Au fond, ce que je visais, c'était de pouvoir entendre si l'une ou l'autre, vous entendez bien comment je dis l'une ou l'autre, occupait des places hétérotopiques. Je me suis appuyée sur cette position de mêlement pour pouvoir repérer de l'hétéro là où venait se proposer de l'homo, c'est-à-dire de l'homotopie. Ce qui est très fréquent aujourd'hui, les parents, et pas seulement du côté homosexuel, mais les parents, très souvent, se présentent comme étant deux à la même place. Je vous lis quand même ce que Melman écrit là dans ce séminaire. Il dit le sujet, en tant que tel, n'a pas de sexe. Il peut être représenté par S1 auprès de S2 en s'autorisant du discours du maître. Il peut aussi se faire représenter par S2 auprès de S1. Mais ce sujet, produit par le signifiant, n'est pas le même selon qu'il se fait représenter par S1 ou par S2. Et il rajoute « Le jeu social ordinaire dont la complexité exige de la part du sujet des adaptations permanentes implique qu'un sujet puisse se faire passer alternativement par S1 pour S2 ou par S2 pour S1. » Alors, ce alternativement, est-ce que ça nous ouvre à ce que certains Preciado et d'autres soulignent comme étant le genre fluide? Je ne pense pas du tout que ce soit ça que Melman veuille dire, mais c'est intéressant de reprendre cette lecture, parce qu'il ne s'agit pas d'une fluidité de genre, mais bien de position en fonction de celui à qui on s'adresse et avec qui. Et il interroge ce qu'il appelle le tissu conjonctif. Alors c'est beau, il est surpris dans le séminaire, il dit tiens, quelle belle métaphore, le tissu conjonctif. Donc c'est vraiment de ce conjugo que Marie-Christine nous amène, c'est ça qui vient interroger à partir de ce S1 et de ce S2 en position hétérotopique. Voilà. Merci. Christian, tu y vas parce que ça va rouler dans la suite. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vous dire d'abord que je pense que le titre de cette demi-journée est très mal posé. Autrement dit, que ce ne sont pas des formules de sexuation, mais des formules phalliques. Je vais m'expliquer, bien sûr. Autrement dit, que nous n'avons pas, au départ, les hommes et les femmes qui sont présupposés, et nous ne les avons pas davantage à la fin, comme si, avec le tableau, nous aurions enfin compris comment il fallait diviser les choses. Donc, je pense que c'est un enjeu beaucoup plus important, ces formules, et c'est un enjeu qui engage l'essentiel de notre pratique psychanalytique. Je pars du bas du tableau avec le grand phi. Alors, le grand phi, phallus, le phi, on peut dire que c'est un signifiant sans signifier, donc sans contenu imaginaire et sans matière. Ça en fait bien sûr quelque chose qui ne peut être traité que formellement, que par la forme à laquelle on va pouvoir appliquer tous les contenus possibles et imaginables. Et donc, on va comprendre que ce phi se présente nécessairement avec une prétention universelle. Pour tout phi, pour tout x, inconnu, n'importe quoi,
phi de x, n'importe quoi. Vous prenez une cuillère, un bol, une femme, un homme, un bébé, pour tout x, phi de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pensons que nous pouvons tout traiter avec une formule universelle ou dans le cadre de formules universelles. Seulement, il y a la remarque fondamentale de Marc. Oui, mais ça ne va pas. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas traiter de tout si vous n'avez pas tout. Or, nous n'avons pas notre stock de patients psychotiques, névrosés, etc. Nous ne l'avons pas, nous avons des gens qui arrivent de nouveau. Et donc, on est obligé de dire pas tout x, phi de x, et nous passons donc bien sûr du côté droit avec le la barré, correspond bien sûr à pas tout x, phi de x dans la moitié supérieure. Le la barré, il vaut aussi pour le barré, pour le les barré, etc. Donc nous passons à quelque chose de tout à fait autre, ce qui nous met dans un embarras, bien sûr, parce que nous sommes tellement habitués à notre conception du monde, à pour tout x, phi de x, c'est nos petites cases où nous avons déjà la place pour tout, mais tout ça, il faut le désarticuler, il faut désarticuler le fantasme, désarticuler d'une part le S, le sujet là qui s'est avancé en disant « je pense que j'ai l'atout, que j'ai le phallus, et donc je suis ». Oui, mais je pense que j'ai le phallus et je suis, c'est deux choses complètement différentes. Donc le sujet est remis en question. Du côté de l'objet petit a, de l'autre âme, mais on peut dire que tout le processus, il faut le déconstruire, il faut différencier, il faut se différencier de cette âme qui nous trompe. Et d'autre part, il faut partir de l'impossibilité. Les autres flèches partent du La barré dans le schéma et vont vers le S de grand A barré et vers les formules pour tout x phi de x. Donc on retombe nécessairement dans ce fonctionnement pour tout x phi de x, mais on retombe aussi avec ce S de grand A barré où il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse qui va plus loin du côté de l'invention d'un phallus qui nous donnerait la réponse. Il n'y a jamais de réponse. Et donc le lieu du grand autre, il est vide. Et on peut dire qu'à la place de ce lieu du grand autre, il y a cet objet petit a, mais cet objet petit a qui est complètement déconstruit. On insistait juste à l'instant sur le phallus négativé. Donc le phallus négativé, le petit a vide, c'est-à-dire la forme vide de l'objet petit a, c'est-à-dire la forme vocale, et qui va pouvoir inventer, créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est précisément ce qui est en jeu dans la jouissance en général. Ce n'est pas la jouissance d'un objet concret, c'est la jouissance d'inventer, de laisser créer quelque chose, comme Lacan l'a déjà explicité depuis le séminaire sur l'éthique, et avec Kant, avec Sartre, c'est faire toute la place à la dynamique d'invention et de création qui nous surprend toujours de l'inconscient. Et ça donne bien sûr une pratique tout à fait différente, une pratique constatative qui revient à essayer d'interpréter ou d'analyser le passé.